Bonjour à tous, je vous propose de commencer cette conférence, la deuxième du salon, après la conférence d'ouverture ce matin sur les ZFE et la transition énergétique. On va parler encore bien sûr de transition énergétique, vous le savez, c'est plus ou moins le fil rouge en tout cas du salon déjà depuis quelques éditions. Alors on va parler de rétrofit. Vous savez que qui consiste donc à convertir des véhicules thermiques existants en véhicules à faible émission, que ce soit électrique, gaz ou hydrogène, on le verra dans un instant. Le rétrofit vise non seulement à prolonger la durée de vie utile du véhicule, mais aussi à améliorer ses fonctionnalités tout en minimisant donc les coûts par rapport à l'acquisition d'un nouveau véhicule. Les véhicules zéro émission neufs imposant un coût onéreux, on le sait aujourd'hui, notamment pour les poids lourds. Alors plus répandu dans l'automobile et l'utilitaire, on en parlera dans un instant. Le rétrofit concerne aujourd'hui les poids lourds. Vous pouvez le voir donc cette année physiquement d'ailleurs sur le salon Solutrans. Les sociétés proposant de rétrofiter son camion diesel en électrique ou hydrogène sont de plus en plus nombreux. Certaines donc sont présentes. Le cadre réglementaire évolue. Nous en parlerons également. Nous reviendrons également sur l'annonce du ministre des Transports hier, Clément Beaune, ici donc sur cette même scène, qui annonçait donc très prochainement l'extension du suramortissement pour le rétrofit. Alors nous intéresserons cet après-midi au potentiel du rétrofit en tant que solution du mix énergétique, avec donc les acteurs présents de cette nouvelle filière qui se dessine peu à peu. Nous en parlerons dans un instant. Alors, ça sera en deux parties. Nous allons recevoir tout d'abord Rémi Berger, directeur innovation à GCK, Christophe Laura, directeur truck à Illico, Richard Meyer, chargé des nouvelles mobilités utilitaires à Stellantis, et Frédéric Stradi, directeur général Kinomic. Alors, je vais commencer par Rémi Berger de GCK. Alors, le rétrofit au sein de GCK, c'est pas nouveau puisque vous faites du rétrofit, je crois, rail, air et bien sûr véhicules également roulants, transport. On peut expliquer en deux mots, revenir sur le rétrofit et également ce que vous faites GCK. Ah, le micro n'est pas allumé. C'est bon. C'est bon, tout à fait. Donc, bon, le rétrofit, tout le monde connaît maintenant plus ou moins la transformation d'un véhicule thermique en un véhicule électrique qui a pu rentrer dans un cadre légal grâce au décret de 2020 et donc qui a permis à un certain nombre d'acteurs de se développer sur le sujet. Le groupe GCK, nous, on a été créé en 2020 et on a dès le début lancé des projets de rétrofit alors sur un véhicule un peu exclusif qui était la Lancia Delta intégrale, plutôt dans une optique de course automobile de notre fondateur Gardin Chichery. Pour des puissances assez fortes. Oui, puis c'était un projet de vouloir rentrer en championnat du monde de rallycross électrique avec une voiture emblématique qui était la Lancia Delta, et il y arrivait comme ça. Mais au fond, sur le fond de ce petit projet de véhicule exclusif, c'était le lancement de l'activité rétrofit du groupe GCK. GCK, on a une activité d'équipementier, puisqu'on fabrique des composants, des batteries, des moteurs électriques, des moteurs thermiques hydrogène, de la mécatronique, des plaques électriques. Donc on a une activité très équipementier, une activité d'intégration en rétrofit dans des véhicules, dans le cadre de GCK Mobility, de véhicules un peu plus exclusifs compétition avec GCK Performance et l'opération en course via GCK Motorsport. Le circuit de Charade qui nous permet de notre base de roulage, premier circuit de France équipé d'une station H2 plein temps, ce qui est aussi important. Et une station et une filiale de distribution de l'énergie temporaire et mobile. Vous avez l'exemple à l'extérieur sur la zone d'essai où on alimente l'ensemble de la zone de test en recharge électrique. Et le poids lourd, c'est nouveau? Alors le poids lourd chez GCK, c'est nouveau dans le sens où aujourd'hui on n'a pas un produit qui est commercialisé homologué, mais c'est un sujet qui est dans le groupe depuis le début. On a travaillé sur des bases de tracteurs, sur des bases de porteurs. Aujourd'hui, on avons gagné un appel d'offres de la métropole de Dunkerque pour un ampli-roll et une benne à ordures ménagères. Donc, ils seront nos deux premiers projets commercialisés sur une base camion. Après, on a d'autres domaines puisqu'on fait du rétrofit sur un petit peu toutes les plateformes, comme tu l'as évoqué, du rail, du bateau. On a rétrofité électrique des bateaux du lac d'Annecy, par exemple, voilà, et d'autres encore. Alors, est-ce que, comme vous faites les différents véhicules, le poids lourd, c'est plus compliqué, plus complexe? Alors, le poids lourd,
en termes de technique, à sa complexité, comme tout type de véhicule. Ça peut varier d'un véhicule à l'autre entre la place pour l'intégration, la place pour le refroidissement, l'intégration des composants. Chaque véhicule a sa spécificité d'intégration. La plus grande difficulté qu'on peut rencontrer sur le poids lourd, et si on parle notamment du rétrofit hydrogène, puisque notamment dans le cadre des poids lourds, c'est surtout sur le rétrofit hydrogène que c'est important, c'est finalement... d'une part, le côté économique qui peut être compliqué sur un poids lourd. Si je vais prendre l'exemple, alors peut-être un petit peu caricatural, mais aujourd'hui un tracteur routier, c'est 80 000 euros, 90 000 euros. Peut-être un petit peu plus, 95, allez même prenons 100 000 euros sur un tracteur. Aujourd'hui, vous faites un rétrofit sur une version pile à combustible, vous allez remettre un certain nombre de milliers d'euros, de centaines de milliers d'euros dessus. Compliqué à vendre pour un commerçant. Et là, on parle du CAPEX. Et après, vous avez les frais d'OPEX qui, on le sait, aujourd'hui, sont encore un petit peu plus importants. Donc, il y a un vrai... Et ça, c'est pas lié que au rétrofit, c'est lié à la mobilité hydrogène, neuve ou pas. Donc, il y a vraiment un sujet de compétitivité économique qu'il faut vendre. Le rétrofit, par contre, a l'avantage de limiter le coût par rapport à un hydrogène neuf. Et ça, c'est important de le souligner. Alors, on va beaucoup parler pendant une heure du décret 2020. On le rappellera avec les autres intervenants, mais le rétrofit se base sur le fameux décret 2020 qui rappelle que le véhicule rétrofité, donc c'est une solution électrique ou hydrogène en partant du thermique. On peut le repréciser, ça, ce décret ? Oui, le décret, il dit que tout véhicule thermique peut être transformé en un véhicule électrique, batterie ou pile à combustible. Le véhicule doit être immatriculé depuis plus de 5 ans. On homologue par type mine de véhicule. Donc on fait pas ce qu'on veut, c'est pas un véhicule unique, mais c'est quelques déclinaisons, mais globalement on est obligé d'homologuer un certain nombre de véhicules par type de véhicule. Donc on est obligé de cibler des bons candidats de rétrofit qui sont encore exploitables après 5 ans et qui forcément à un moment ou à un autre vont aussi avoir une durée de vie finale. Donc il faut, si on prend l'exemple des bennes à ordures ménagères par exemple, le camion, le porteur est juste un porteur d'un outil. Il faut que l'outil aussi soit capable de suivre sa seconde vie. Donc il y a des sujets de rénovation potentiellement des équipements qui sont sur le camion aussi à faire. Donc concrètement, je suis transporteur, j'ai un camion, je vous amène le camion, vous me les rétrofitez en électrique ou hydrogène sans l'accord du constructeur ? Exactement. À partir du moment où nous, constructeurs, puisque nous sommes constructeurs en tant que rétrofiteurs, nous homologuons un véhicule. Via nos réseaux, via nos concessions, via nous-mêmes, on récupère le camion du client et on le transforme, ou alors on source un camion d'occasion sur le marché de l'occasion qu'on va transformer. Donc ça, c'est 2 approches différentes. On n'est pas obligé de rétrofiter le camion de votre flotte vous-même. On peut aller sourcer des camions sur le marché de l'occasion pour les rétrofiter. Juste avant de continuer, pour vous, en préparant la conférence, vous me disiez pour le rétrofit doit être une solution intermédiaire pour décarboner le transport. Alors c'est une solution intermédiaire. Alors, finalement, pour décarboner le transport, il y a 2 solutions. Il y a le renouvellement de la flotte par les véhicules neufs. Ça, c'est un sujet. Mais on voit bien que l'offre, surtout en hydrogène, va être un peu longue à arriver. On parlait peut-être 2030. Et on se rend compte qu'il y a toute un plan une flotte qui roule, qui est aujourd'hui existante, qui ne va plus pouvoir rouler, que ce soit dans des ZFE ou réglementairement parlant, ça va être compliqué d'y accéder. Et donc de se dire, est-ce que ces véhicules-là, on les jette, on les met à la poubelle et on va acheter du neuf, qui n'existe pas forcément si on parle de l'hydrogène, ou alors on a la capacité à transformer. Donc il y a un côté vertueux de par cet aspect économie circulaire. On ne va pas jeter des véhicules qui sont encore exploitables pendant 5, 10 ans. Et en plus, on a un aspect un peu économique, puisque la transformation en hydrogène d'un véhicule va coûter moins cher qu'un véhicule neuf aujourd'hui en hydrogène, en tout cas sur un camion. Christophe Laura, donc vous êtes directeur Trucks d'Illico. Alors vous êtes présent d'ailleurs, il y a votre véhicule, vous allez nous le présenter. Ça serait intéressant de le présenter pour parler plus concrètement en fait, de la technologie du rétrofit. Donc depuis 2021, le rétrofit est l'une des activités d'Illico, c'est ça Exactement. En fait, il faut commencer par Illico. Donc, la raison d'être d'Illico, c'est l'offre de services pour un véhicule complet. Donc, à la fois, lorsqu'on fournit le véhicule, on fournit l'avitaillement, donc l'hydrogène, le service, la maintenance, le financement. Donc, c'est l'idée de base qui a généré donc, la création en 2021 de la société Illico. À partir de ce moment-là, lorsqu'on veut offrir cette offre de service, il faut que les différentes briques élémentaires soient présentes. Or, quand on se retourne, est-ce qu'il y a des véhicules série hydrogène dans la rue actuellement ? La réponse est non. Donc, la possibilité est offerte au travers de l'arrêté rétrofit de pouvoir proposer cette offre. En plus,
au-delà de ce qui a été dit par Rémi, l'intérêt, c'est qu'on peut réellement offrir des véhicules de tout type, que ce soit des tracteurs, que ce soit des porteurs, que ce soit des 6.2, des 6.4, des 8.4. Donc en fait, on a cette capacité. Alors que quand bien même certains constructeurs commencent à venir avec une offre, ils ont une offre qui est relativement limitée. Ça peut être un porteur pour certains d'entre eux, ou ça peut être un tracteur, mais on n'a pas cette capacité de répondre complètement aux usages des différents transporteurs. Et il en est de même, donc si je continue au niveau d'Illico, donc avec la partie avitaillement, donc de la même manière, donc, il faut aussi contribuer au développement de toute l'offre hydrogène, et puis donc au travers soit des productions avec des sociétés sœurs ou soit avec des partenariats que nous avons, nous développons aussi donc l'offre hydrogène verte. Alors vous êtes principalement, on peut le dire, sur des châssis Renault Trucks. Le véhicule qui est présent donc aujourd'hui sur le stand, c'est Retrofit hydrogène, hein, c'est ça, hein? C'est exact. Donc en fait, c'est le choix qu'on a fait. Alors, on aurait pu partir sur n'importe quel châssis. Maintenant, quand on regarde au niveau de l'offre française, donc Renault est leader sur le marché, donc il y a une vraie logique à partir sur cette solution. Ensuite, on a priorisé en fait une approche modulaire sur un châssis Renault. C'est-à-dire que notre objectif, c'est vraiment d'avoir un kit que l'on est capable d'installer à la fois sur les porteurs et sur les tracteurs Renault. Et donc, on homologue par type la totalité de l'offre. Qu'on comprenne bien, pas besoin d'avoir un camion en tant que transporteur, vous proposez un châssis, hein, c'est ça? Alors, exactement comme c'était dit, en fait, on peut soit avoir le châssis, le véhicule en fait, du transporteur qui revient chez nous et qui, au bout de X semaines, va être transformé et revient donc dans le même usage complètement transformé. L'autre possibilité, c'est ce que l'on a fait sur les premiers camions, en fait, c'est d'acquérir nous-mêmes des véhicules complets, donc que l'on transforme. Donc, on est bien sûr parti, nous, sur la solution hydrogène, qui était vraiment donc, dans notre cœur de mission. Et on est, comme un certain nombre d'autres entreprises aujourd'hui, en train de développer cet écosystème. Et quoi qu'on en dise, en fait, la mobilité lourde est un des plus gros pollueurs aujourd'hui. On se doit, tous ensemble, de contribuer à la dépollution du transport lourd. Et une des solutions, donc il y a l'électrique, bien entendu, et il y a également donc, la solution électrique hydrogène, qui est la solution que nous avons décidé de mettre en œuvre. Et vous resterez sur l'hydrogène? Oui, absolument. Aujourd'hui, donc, on est sur l'hydrogène au niveau des véhicules. Alors, parlons plus concrètement, puisque je pense que les transporteurs qui viendront vous écouter aujourd'hui ont besoin de concret sur le rétrofit. On en parle déjà depuis plusieurs mois, plusieurs années. Il y a une possibilité de rachat, je crois, du véhicule. Vous proposez c'est du leasing à la base, c'est ça? C'est ça, donc c'est de l'offre de service complète. Donc nous, on est un petit peu comme une société de leasing, sauf qu'on intègre la totalité de l'offre, y compris donc la partie carburant, donc hydrogène, y compris la partie service, l'avitaillement, le financement. Donc c'est vraiment pay by use. Alors on parlait avec Rémi du cadre réglementaire qui évolue. On l'a vu également hier avec le ministre, avec l'annonce. Le fameux décret donc, du 13 mars 2020 qui reste le décret de base. Donc véhicule de 5 ans et plus, pas d'application du constructeur direct, sécuriser également véhicule. Un point qui est très très important, c'est l'homologation du véhicule. Alors vous disiez qu'il n'y a pas de véhicule qui roule pour l'instant. Est-ce que l'homologation... Pour le coup, si, on a un véhicule qui roule, donc on a débuté les homologations, donc on a aussi d'autres sociétés qui sont en train de passer au travers donc, de la réglementation de ces véhicules, alors que ce soit sur des autocars, autobus ou autres. Mais on attaque aussi notre cycle d'homologation donc, la semaine prochaine, en fait. Alors, mais concrètement, tout le monde va dire c'est compliqué. Oui, c'est vrai. Par contre, ce qui est important, c'est de travailler et d'être en partenariat aussi avec les autorités. Donc nous, ça fait 1 an et demi que nous travaillons à la fois avec l'UTAC et le CNRV, de manière à apprendre en même temps qu'eux, parce que soyons clairs, les réglementations hydrogène, elles sont nouvelles pour tout le monde. Donc tout le monde a besoin d'apprendre, y compris les autorités. Et c'est vrai que tout ce travail préalable nous permet en fait d'arriver au moment des essais et de ne pas être à tâtons, mais réellement d'avoir des essais pour lesquels on est certain de passer et d'avoir un véhicule qui répond aux réglementations et bien entendu donc aux besoins de sécurité que l'on peut avoir sur nos véhicules sur la route. Alors revenons justement sur le côté pollution. Il y a 3 arrêtés dont un qui impose donc pour les poids lourds un système de dépollution atteignant le niveau Euro 6. On en parlait en préparant cette conférence. Je crois qu'il va permettre de prétendre à un certificat critère 2, c'est ça? Alors, il y a effectivement 3 réglementations. Donc il y en a une première
qui est la possibilité de venir adjoindre à des véhicules qui ont des pollutions type Euro 3, de mettre dans des after treatment pour traiter les fumées et donc arriver à faire passer le véhicule sur des réglementations meilleures. Mais on reste sur des véhicules thermiques. Donc ce n'est pas du tout le sujet en ce qui nous concerne côté illico. Après, il y a deux autres évolutions. Donc le règlement dont on parlait tout à l'heure de mars 2020 qui évolue donc avec la mise à jour qui a été faite et qui est au journal officiel depuis le 24 octobre de cette année, pour lequel en fait il y a un certain nombre, je ne vais pas parler de simplification même si ça a été présenté de la sorte, mais en fait il y a des clarifications qui sont faites qui évitent un certain nombre d'aternoiements à la fois des autorités et de nous-mêmes sur qu'est-ce qui doit être fait au niveau des réglementations et quel règlement et de quelle manière on doit y répondre. Vous n'avez pas peur que l'utilisateur, le transporteur, soit, enfin détenteur de parc en tout cas, soit un peu perdu avec tous ces décrets, ces législations? Non, pour le client final, il n'y a pas de différence. En fait, il va vous, avoir. Vous l'accompagnez en tout cas. On l'accompagne complètement. Donc la responsabilité est au constructeur que de faire l'homologation, donc de répondre au règlement, de travailler ensuite avec les autorités pour sécuriser que le véhicule peut rouler sur les routes françaises. Donc une fois que ceci est fait, donc, de la même manière qu'on le fait aujourd'hui, on va demander en fait tout simplement d'avoir une immatriculation au fichier ANTS. Donc pour le client final, en fait, il n'y a pas de différence. C'est simplement que il a un véhicule diesel 3 semaines après ou 4 semaines après, donc il a ce même véhicule en termes d'usage, donc par rapport à l'activité qu'il doit faire, sauf que c'est un véhicule qui fonctionne électrique et dans notre cas donc avec une pile à combustible hydrogène. Alors le côté financier, c'est le nerf de la guerre. Est-ce qu'on peut donner des fourchettes, des exemples? C'est peut-être difficile, non? Alors, je pense que l'objet, aujourd'hui, soyons clairs, les véhicules hydrogène, comme dit par Rémi, sont très chers. L'hydrogène, prix au kilo, pareil à la pompe, est trop cher. On est au démarrage de l'écosystème. Il y a à peu près 10 ans de ça, quand on a commencé à travailler à l'époque donc dans une autre entreprise sur des véhicules électriques, c'était exactement la même chose. Donc en fait, tous ensemble, l'objectif, il est de créer cet écosystème hydrogène. Et bien entendu, donc, les différentes technologies vont progresser. On va avoir de la massification en termes de production sur les différents composants. Les coûts vont baisser. En ce qui concerne l'hydrogène, c'est pareil. Donc les coûts de l'hydrogène vont être amenés. Et aujourd'hui, ce qui va permettre aussi d'avancer, c'est à la fois donc, la volonté des chargeurs, la volonté des transporteurs, et il y en a beaucoup. Et en parallèle, bien sûr, l'accompagnement que l'on peut avoir, soit au travers de l'ADEME, pour la France ou dans d'autres pays, de certaines incentives qui vont permettre donc, le décollage de cette technologie. Et encore une fois, qui est nécessaire, n'oublions pas qu'à partir de 2040, il n'y a plus de véhicules diesel. Enfin, pour les poids lourds, c'est pas écrit, mais en tout cas pour les véhicules légers. Vous vous considérez comme un constructeur ou plus comme un développeur technologique? Alors nous sommes un intégrateur, on n'a pas la volonté de développer les technologies. Il y a beaucoup d'entreprises, dont GCK, qui contribuent en fait au développement technologique. On a fait un choix de partir sur des technologies éprouvées. Donc en fait, on travaille avec des partenaires industriels qui ont des solutions qui aujourd'hui fonctionnent. Et donc on est un intégrateur de ces différentes solutions. De par le règlement rétrofit, nous sommes également appelés fabricants. Mais oui, on est constructeur. Ne vous inquiétez pas, il y aura des questions-réponses en fin de conférence, si bien sûr on a le temps. Richard Meyer, alors, vous êtes chargé des nouvelles mobilités urbaines, utilitaires, chez Stellantis. Merci en tout cas d'être venu aujourd'hui. Alors je le disais en préambule, en introduction, le rétrofit existe déjà donc, dans les véhicules légers et également véhicules utilitaires légers. Bonjour, donc vous exposez aujourd'hui un premier véhicule rétrofit de la Poste, hein, c'est ça? Vous allez nous l'expliquer. Ça y est, vous vous lancez vraiment dans le rétrofit, ça sera pour 2024, ça, on en parlera avec bien sûr Frédéric Stradi, Kinomic, avec qui vous avez un partenariat. Ça y est, là vous lancez vraiment le rétrofit utilitaire? Oui, donc bonjour. D'abord, je voudrais juste rappeler que cette offre de rétrofit que l'on présente aujourd'hui à Solutrans fait partie de notre feuille de route d'électrification de notre offre de véhicules utilitaires légers. La première étape, ça a été de proposer l'ensemble de notre gamme en version électrique batterie. C'est fait depuis 2021. La deuxième étape a consisté à mettre sur la route une offre basée sur une solution hydrogène pile à combustible. Et ça nous a permis de compléter le périmètre des clients à qui on peut s'adresser en s'adressant aux clients qui ont les usages les plus intensifs.
Et là, donc, la troisième étage de la fusée, si je puis dire, c'est le rétrofit qui permet de répondre à des clients qui ont besoin d'un accès rapide à une solution zéro émission économique. Donc, en fait, on cible concrètement deux types de clients. D'un côté, les flottes qui sont à la recherche d'une solution de décarbonation rapide de leur flotte existante. Donc, ils peuvent basculer leur fourgon thermique en fourgon électrique rapidement. L'autre typologie de clients sont des clients avec des flottes beaucoup plus petites, voire par exemple un artisan qui lui a besoin d'une solution zéro émission pour continuer à circuler dans les centres-villes qui vont faire l'objet de restrictions de circulation, avec une solution économique plus économique qu'un véhicule neuf, voire même plus économique qu'un véhicule d'occasion. Donc c'est bien dans cette logique qu'on amène cette offre aujourd'hui, que l'on développe donc en partenariat avec Kinomic, et qui sera commercialisé l'année prochaine en 2024, en commençant par la France et par notre fourgon de taille intermédiaire. En quoi l'approche technologique, produit et on va dire commerciale est différente par rapport à un véhicule léger? Alors, par rapport à un véhicule léger, quand vous parlez d'un véhicule léger, vous mettez quoi derrière? Non, je parle là de l'approche technologique pour un véhicule rétrofit par rapport à un véhicule, on va dire, normal. D'accord, donc d'un point de vue, je dirais, de la technologie, alors je ne suis pas le plus expert pour en parler, mais en tout cas, je dirais que la transformation du véhicule, elle est relativement, je dirais, maîtrisée, enfin elle est bien maîtrisée même, donc on retire concrètement toute la chaîne de traction thermique, on la remplace par une chaîne de traction électrique. Donc ce qui est intéressant dans l'offre qu'on amène sur le marché, c'est que c'est une offre qui s'appuie sur des composants et des process industriels que l'on maîtrise chez Stellantis, avec un certain nombre d'éléments évidemment que notre partenaire Kinomic nous amène, et évidemment c'est juste clé dans le dispositif, mais en tout cas, vu du client, ça permet à l'arrivée d'avoir un véhicule qui est strictement comparable à un véhicule électrique natif, entre guillemets, donc un véhicule neuf électrique. On a des prestations très proches, on a annoncé 200 km d'autonomie, on annonce plus de 900 kg de charge utile, donc on répond, on va dire, à l'essentiel des cas d'usage sur le segment en question, avec un véhicule qui finalement se retrouve avec une chaîne de traction neuve, des batteries neuves et une garantie apportée par le constructeur. Et c'est commercialisable dès l'année prochaine, c'est ça? Ce sera commercialisé dès l'année prochaine, oui. Et vous le proposez uniquement en France pour l'instant? Alors, on démarre par la France, il faut bien y aller par étapes. On démarre par la France pour deux raisons. La première, c'est qu'on a un parc de véhicules sur le segment des fourgons moyens qui est très conséquent en France. On parle de parcs de véhicules qui ont 3, 4, 5 ans ou plus. La deuxième raison, c'est que la France est un pays qui est engagé très fortement dans cette filière de rétrofit, avec une volonté politique tant du point de vue réglementaire que du point de vue accompagnement économique à l'achat pour les clients, qui rend cette équation économique attractive, on va dire, pour un client. Et le rétrofit pour Stellantis, ça passe obligatoirement par du partenariat? Alors, obligatoirement, plusieurs schémas, je dirais, sont possibles. Là, on a choisi de s'associer avec Kinomic, qui apporte un vrai savoir-faire sur le monde du rétrofit, et également une connexion forte avec tout l'écosystème, on va dire, rétrofit, qui nous permet de bénéficier d'un certain nombre d'éléments d'agilité qui nous permettent d'aller plus vite et d'être présents rapidement avec une offre très opérationnelle et qualitative. Alors Kinomic, justement, Frédéric Stradi, bonjour. Bonjour. Alors, on en parlait, vous connaissez bien le monde du véhicule utilitaire léger. C'était donc les premiers à être rétrofités, j'y arrive. C'est parce que le besoin est immédiat et, on va dire, plus important? Oui, effectivement, nous avons choisi avec notre partenaire ce segment de marché, parce que si on analyse les différents segments de marché, ils sont à peu près au nombre de 5, entre du véhicule vintage jusqu'au poids lourd, et encore je pourrais rajouter les engins off-road. Nous avons considéré, concernant la mobilité électrique, que le véhicule utilitaire léger correspondait au segment de marché où la demande était vraiment très importante et immédiate, et que l'offre de véhicules électriques n'était pas encore aujourd'hui suffisante en rapport avec les objectifs
RSE ou les objectifs de verdissement des grands key players. Et donc c'est vraiment cette raison-là qui nous a amenés vers le véhicule utilitaire léger. Et vous pensez rester sur le VUL ou alors progresser vers le poids lourd, notamment sur le poids lourd hydrogène? Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à faire, pense-t-on, sur le véhicule utilitaire léger. C'est la raison pour laquelle on va développer ce que nous savons faire et ce que nous développons avec le groupe Stellantis. D'autant que, je le précise, nous, Qinomic, avons vraiment abordé le rétrofit par un angle de la technologie. Pourquoi? Parce que dans le domaine de rétrofit, qui est un marché émergent, nous pensons que beaucoup d'innovations technologiques peuvent être appliquées. Je peux parler de choses comme... alors évidemment, le cadre réglementaire n'existe pas aujourd'hui sur les batteries long life, sur des batteries bicomposants, etc. Mais des choses qui nous permettent d'atteindre une équation économique raisonnable pour le rétrofit, car c'est l'enjeu en fait. Est-ce qu'on peut revenir, pour rentrer un peu plus dans le détail, sur les avantages technologiques et énergétiques du rétrofit par rapport à un véhicule normal, non rétrofité? Alors effectivement, aujourd'hui, tout ce qu'on peut dire sur cet avantage énergétique repose sur une étude de l'ADEME qui date d'avril 21, qui dit et qui comparait segment de marché par segment de marché. Alors on va parler des utilitaires là en l'occurrence, mais qui comparait un véhicule diesel de 10 ans versus un véhicule électrique versus un véhicule rétrofité. Et le véhicule rétrofité déjà apporte une diminution de 56% de GES, de gaz à effet de serre, par rapport à un véhicule électrique neuf. Et ça s'explique assez simplement par le fait que on n'a pas de véhicule à produire, on utilise un véhicule existant. Et donc ça a le double bénéfice à la fois de diminuer ces gaz à effet de serre et à la fois d'accélérer la transition énergétique. Donc c'est un double impact. Le temps passe vite. Richard Meyer, un dernier mot. Je voulais vous poser la question parce qu'on le voit par rapport aux constructeurs de véhicules industriels. Je les sens un peu, en tant qu'observateur, un peu plus timides à aller sur le rétrofit. Enfin, il y en a qui en font par rapport au VUL. Vous êtes chez Stellantis posé la question. Ça fait longtemps. La réflexion date de quand en fait sur le rétrofit pour y aller vraiment? Je dirais que c'est une réflexion qui est relativement récente, qui est arrivée très naturellement parce que je dirais que tout part du client et des clients. On s'aperçoit qu'il y a une vraie demande, une vraie attente des clients pour une solution zéro émission à des conditions économiques plus faciles d'accès, on va dire, par rapport à un véhicule neuf. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, il y a une dimension de rapidité. On a des clients avec des flottes importantes qui ont besoin de verdir leur flotte assez vite. Et donc c'est évidemment plus rapide de le faire par du rétrofit qu'en attendant le renouvellement complet avec tous les cycles de l'ensemble des véhicules de la flotte. Et par ailleurs, nos clients, ils sont également en attente de plus en plus de solutions vertueuses du point de vue de l'environnement et du point de vue de l'économie circulaire aussi, puisque là on est dans une logique vraiment de grande vertu qui permet donc de recycler le véhicule, la chaîne de traction thermique du véhicule. Donc ça, c'est aussi un élément qui parle de plus en plus à nos clients. Donc, avec l'ensemble de ces inducteurs, j'ai envie de dire, on s'est dit assez vite qu'il fallait aller dans cette direction. Et comme ça a été bien souligné tout à l'heure dans le monde du camion, on a la même problématique qui est de permettre à nos clients, dans toute leur diversité d'utilisation, d'usage, de configuration de véhicules, d'avoir accès à une solution zéro émission. Et le rétrofit, c'est un bon moyen de basculer l'ensemble du parc, on va dire, ou une très grande majorité du parc. Solution plus flexible, plus souple. Une solution plus flexible. Et ça, c'est un élément essentiel parce que les clients, ils sont prêts à passer au zéro émission, ils en ont même besoin, mais ils sont absolument pas prêts à renoncer aux prestations qui font leur métier de tous les jours et qui accompagnent leur mission professionnelle. Messieurs, je vous remercie. Je vais demander à présent, merci en tout cas pour cette première partie, on peut vous applaudir. On passera aux questions à la fin. Et je vais demander maintenant à Yann Collin, qui est président de la coalition Rétrofit H2, de venir me rejoindre.
Philippe Prével, président de Nextmove, et Alain Lunati, directeur de SP3H. Messieurs, bonjour. Je vous laisse le temps de vous installer. Je vais commencer par vous, Yann Collin. Vous êtes président donc, de la coalition Retrofit H2. Rappelons également, vous êtes directeur mobilité verte chez Bertrand New. Présentez-nous déjà cette coalition. Je parlais de filières qui se dessinent peu à peu dans le rétrofit, notamment rétrofit véhicules industriels. C'est une coalition qui est née quand et les raisons. H2, on est bien d'accord sur l'hydrogène, hein, c'est ça? Bonjour à tous, merci Hervé. Alors oui, la coalition Retrofit H2 est issue d'une réflexion d'un certain nombre d'acteurs de l'hydrogène, clairement, des rétrofitteurs, un rétrofiteur, producteurs d'énergie, chargeurs également, et transporteurs. Donc cette coalition note d'un peu plus d'un an dans sa première réflexion. Et puis cet été ont été déposés les statuts et cette association est vraiment en marche depuis cet été. Elle a pour rôle de mettre en avant la filière hydrogène à travers le rétrofit sur la mobilité lourde. Alors sur la mobilité lourde, voyageurs, transport de voyageurs, transport de marchandises et off-road. Alors, le but, c'est bien sûr de promouvoir, entre guillemets, le rétrofit hydrogène. C'est aussi de mettre en avant, c'est important, je pense, c'est l'usage. Effectivement, mais un certain nombre aujourd'hui d'associations d'entreprises ou autour des pouvoirs publics parlent de l'hydrogène, parlent de la décarbonation, mais beaucoup autour de la réglementation, de la production d'énergie par exemple, ou à travers un certain nombre de fournisseurs ou constructeurs, mais très peu parlent ou mettent en avant l'usage. Moi je représente une société de transport, mais à travers les différents adhérents de l'association, on a des chargeurs, quelques transporteurs. Donc on a besoin de mettre en avant la difficulté qu'on a à décarboner par les solutions qui nous sont données. Aujourd'hui, ça a été dit dans la table ronde précédente, l'offre des constructeurs en hydrogène, elle est aujourd'hui quasi inexistante, du moins en France. Donc il faut bien avoir des solutions. Aujourd'hui, on a la chance d'être dans un pays où il y a beaucoup d'entreprises qui travaillent sur l'hydrogène, notamment des producteurs d'hydrogène vert, puisqu'on parle bien d'hydrogène vert ou bas carbone. Donc l'idée, c'était de se réunir, de mettre en avant cet usage, de parler des besoins qu'on a. Et aujourd'hui, si on prend les solutions, qu'elles soient sur les biocarburants, biogaz ou batteries, électriques batteries, on s'aperçoit que ça ne suffira pas pour arriver à la décarbonation du moins ratio qui sont demandés pour 2030-2040. Donc l'hydrogène à travers le rétrofit est une des solutions que nous, usagers, on va pouvoir utiliser pour décarboner nos activités totalement. Bertrand New, je crois que vous impliquez, puisque vous m'aviez dit en préparant la conférence que vous projetez d'acquérir 5 véhicules, c'est ça, l'année prochaine, en rétrofit? Alors, pas tout en rétrofit. Pas tout en rétrofit. Pas tout en rétrofit. En véhicule vertueux, alors. Voilà. Nous, on est engagé à travers le groupe Bertrand New sur la décarbonation. Donc, on utilise ce que je mets en avant, le mix énergétique, donc le biocarburant, biogaz, électrique à batterie, mais également hydrogène. L'hydrogène, c'est tout nouveau. Christophe le disait tout à l'heure, on est sur une technologie qui est toute neuve, donc il va falloir un peu de temps. On a choisi chez Bertrand New, puisqu'on est convaincu que c'est une des solutions qui va nous permettre de décarboner, d'aller sur l'hydrogène. Le rétrofit va permettre de compenser aussi l'arrivée tardive des véhicules par les constructeurs traditionnels. Donc aujourd'hui, c'est effectivement une solution. On déploie l'année prochaine et en 2025 un peu plus de 5 véhicules, dont une partie seront rétrofit. Je dirais que ça permet de compenser un certain nombre d'usages que la batterie aujourd'hui n'est pas capable de pallier. Tout le monde doit s'impliquer justement dans ce contexte et également concept de rétrofit, les chargeurs. Il n'y a pas seulement en fait les transporteurs. Sans les chargeurs, on ne fait rien. Clairement, en termes, on a parlé tout à l'heure d'économie, en termes de coûts, aujourd'hui, le déploiement de véhicules hydrogène, c'est énorme en termes d'impact. On ne peut pas le supporter seul, donc effectivement, on est accompagné par nos chargeurs, mais on a également des partenaires producteurs d'énergie ou qui nous louent les véhicules comme Illico, qui nous accompagnent, qui nous permettent de déployer un certain nombre de véhicules.
Je dirais qu'aujourd'hui, on a un gros frein, c'est cette capacité à déployer cette typologie de véhicules parce que ça coûte très cher. Et là, on va avoir besoin des pouvoirs publics pour nous aider, à accompagner. Je dirais que le rôle de la coalition aujourd'hui, en plus de parler de cette filière, c'est aussi de faire, entre guillemets, un peu de lobbying, du moins se rapprocher des pouvoirs publics et pouvoir aller chercher, déjà leur expliquer quel est l'intérêt et la nécessité d'aller sur l'hydrogène et le rétrofit hydrogène en mobilité lourde, et puis d'essayer d'avoir un petit peu de subvention pour pouvoir passer à l'échelle. Parce que sans un accompagnement de l'État, on n'arrivera pas à passer à l'échelle. Dans 10 ans, on en sera exactement au même point. Et votre réaction à la décision du gouvernement, donc Clément Beaune l'annonçait ici présentement, d'étendre le suramortissement au rétrofit? Le suramortissement, c'est un des leviers, mais encore faut-il que l'entreprise qui va acheter ces véhicules ou les louer puisse mettre ce suramortissement dans son plan comptable. Voilà, ça, c'est un des leviers. Je dirais que c'est un levier, mais il n'est pas suffisant. Aujourd'hui, ça ne permettra pas, si on restait uniquement sur celui-ci, à déployer le nombre de véhicules hydrogène. Et puis, on l'espère, dans 5-10 ans, avoir au moins 10% de la flotte française en hydrogène. 10%, d'accord. On espère, mais c'est un vœu pieux, on va dire. Il y a vraiment un modèle économique pour le rétrofit? Parce que là, on parle, il y a des transporteurs, je suppose, dans la salle. Et vous êtes transporteur? Et je suis transporteur. Et nous sommes transporteurs, effectivement. Alors, le modèle économique, aujourd'hui, il se crée. Alors, il y en a un, effectivement. Il est cher, mais il existe. Encore une fois, il existe. On est sur un nombre de véhicules assez faible. Je dirais que notre approche chez BRNU pour commercialiser cette solution auprès de nos clients, c'est déjà de dire qu'on ne va pas modifier l'ensemble de leur plan de transport avec des véhicules hydrogène. Donc on s'attaque à quelques véhicules pour le moment. Et si on met en parallèle ce surcoût véhicules hydrogène dans leur plan de transport, alors là on va parler de grosses entreprises, on parle de chargeurs dans la grande distribution, le surcoût est anecdotique, il est très faible comparé à un budget transport global. Donc je dirais que pour démarrer, parce qu'il faut bien démarrer, c'est le modèle économique qu'on va mettre en avant. Encore une fois, on ne pourra pas passer à l'échelle si on reste sur des volumes aussi faibles de production qui ne permettent pas d'industrialiser pour les rétrofiteurs leur coût de production. Alors, on le disait également, le cadre réglementaire donc, évolue. Vous pensez qu'il faut que... Parce qu'il n'y a pas encore de cadre réglementaire complet, puisqu'on parle de rétrofit, transformation de véhicules, donc homologation au cas par cas. Il faut qu'il évolue, il faut vraiment qu'il y ait un cadre complet, justement, réglementaire. Puisque vous êtes transporteur, les camions roulent. Alors évidemment, il faut un cadre réglementaire qui soit adapté à ces nouveaux véhicules. Adapté, voilà, c'est ça plutôt. Je dirais que les véhicules, par exemple, si on prend les véhicules hélico, que je connais bien, puisque on va avoir ces premiers tracteurs dès l'année prochaine, on a des contraintes techniques qui, par exemple, sur un tracteur qui aura les réservoirs derrière la cabine, ne permet pas de rester dans la longueur autorisée par la réglementation sur l'ensemble du véhicule, remorque et tracteur. Donc il faut un accompagnement. Donc on peut avoir des dérogations à titre isolé, mais ça ne suffira pas. C'est un exemple. Et il faudra vraiment qu'on se penche avec les pouvoirs publics et les autorités compétentes pour trouver les solutions, pour que ça rentre dans une véritable réglementation et que sur cette typologie, par exemple, de véhicules, on ait l'autorisation, non pas l'autorisation, mais que ce soit normalisé. Donc oui, il va falloir un accompagnement. Et il y a un point important également, c'est pour vous, c'est le type d'hydrogène, la nature de l'hydrogène, donc avec des piles à combustible ou hydrogène vert en production. Ça c'est important également pour la coalition. On ne parle que d'hydrogène vert ou bas carbone. Tout le reste est totalement exclu. Alors, de la coalition, bien évidemment, mais je pense que je peux parler au nom de mes confrères qui vont dans la filière hydrogène. C'est vraiment le gris, toutes les autres couleurs, c'est pas possible. C'est du vert. L'idée, parce qu'il faut le dire et il faut insister dessus, la finalité de tout ce qu'on fait, tous les gens là autour dans la salle, c'est de décarboner. La finalité, c'est ça. Je ne peux pas regarder autre chose. À la fin, ça sera de décarboner. Philippe Prével, donc vous êtes président, je rappelle, de NextMove. Alors, on parle beaucoup de rétrofit électrique, hydrogène. Mais il existe aussi
on le sait peu, du rétrofit en bio-GNV. Alors, vous allez nous en parler. Alors certes, vous êtes d'accord, on n'est pas en zéro émission, donc, mais en tout cas, l'offre existe. Alors, l'offre n'existe pas encore tout à fait. Elle va arriver. On est en train de travailler dessus. Alors, pourquoi est-ce qu'on part sur cette voie-là? C'est parce que, on l'a vu dans toutes les interventions précédentes, il y a aujourd'hui une équation économique sur le rétrofit qui est très compliquée. Et quand on s'adresse à des véhicules qui ont une valeur résiduelle relativement faible, on a besoin d'une offre de rétrofit avec un coût de rétrofit le plus bas possible. Et c'est là que le GNV, le bio-GNV, sont des bonnes solutions parce que c'est un package technique qui est moins lourd à implémenter que les solutions autour de l'électrique ou autour de l'hydrogène. Donc c'est ça la logique, la rationalité qu'il y a derrière cette offre-là. On est économiquement sur l'option qui est la plus intéressante, très probablement la plus performante pour des véhicules qui ont une faible valeur résiduelle. Et c'est une solution technique qui présente l'avantage de réduire les émissions en usage par rapport aux véhicules diesel d'origine et qui a un excellent impact, et je vais développer un petit peu, un excellent impact pour les gaz à effet de serre, en particulier quand on est en utilisation de bio-GNV. Alors GNV, bio-GNV, c'est le même gaz, simplement le carburant n'est pas produit de la même manière. Et en bio-GNV, en fait, on recycle un gaz qui serait parti à l'atmosphère, et au lieu qu'il ait un effet néfaste majeur, qui est celui du méthane qui part à l'atmosphère, on le convertit en CO2, qui a un effet beaucoup plus limité, et on a de ce fait-là un effet gaz à effet de serre qui est énorme. Et quand je dis énorme, il faut l'avoir en tête, hein, c'est pas encore très connu. Une voiture qui est équipée d'un moteur qui marche au bio-GNV, sur l'ensemble de son cycle de vie, est plus compétitif qu'une voiture électrique qui utilise de l'électricité qui n'est pas vraiment très propre. Et même en France, où on a une électricité assez propre, on a des véhicules bio-GNV qui ont un bilan au cycle de vie sur les gaz à effet de serre qui est proche. Donc on est sur une solution qui est très performante de ce point de vue-là, du point de vue gaz à effet de serre, et on a une solution qui est plus performante, nettement plus performante que le véhicule d'origine qui est le diesel en termes de pollution de proximité, donc les réductions des particules, les réductions des oxydes d'azote et tout ce qui pose les problèmes de santé publique dans les villes. Donc on est sur une approche qui n'est pas vraiment l'approche qui est la plus médiatisée, mais c'est une approche très efficace. Et c'est un travail qui est encore en cours. Donc pour l'instant sur du VP VUL, hein, c'est ça, hein. C'est essentiellement sur du VU, du VU léger, hein, des poids lourds pour l'instant. Non, poids lourd, ce sont des choses qui sont possibles, hein, mais le chantier qu'on a pour l'instant est plutôt sur les fourgons. D'accord, c'est le projet. Donc rappelons que vous êtes une association, hein, c'est ça? Oui, Nextmove est une association. En fait, c'est un pôle de compétitivité. On regroupe à peu près 500 membres et c'est un type d'organisation qui est très efficace pour s'attaquer à des problèmes complexes. Parce que dans les membres de l'association, on a les constructeurs automobiles, on a les équipementiers, on a des représentants des collectivités locales, territoriales, on a des universités, on a des laboratoires de recherche, on a des PME, et ainsi de suite. Donc une variété d'acteurs importantes qui peuvent chacun apporter leur morceau de la solution. Et quand on regroupe tout ce package, on est capable d'adresser des sujets qu'on est incapable autrement de faire aboutir dans un schéma de fonctionnement classique. Alors on sait qu'on a besoin d'outils justement avec les nouvelles énergies donc pour mesurer justement et même donner des certifications. Alain Lunati, vous êtes directeur de SP3H. Alors vous travaillez aussi bien en transport de marchandises que de voyageurs. Vous proposez alors là on rentre un peu plus dans, je le disais, des solutions. C'est mesurer donc la qualité des carburants en temps réel. Notamment, vous allez nous l'expliquer, pour permettre en tout cas de passer du critère 2 à critère 1. Enfin, c'est un exemple parmi tant d'autres, hein, c'est ça? Oui, donc on est, on va dire, équipementier. Donc on est une société, aujourd'hui on est une scale-up, hein, c'est-à-dire qu'on a été une start-up pendant quelques années. On vient du monde de l'industrie et on fournit des solutions aujourd'hui embarquées qui sont commercialisées depuis 2 ans au niveau du truck et du bus.
par plusieurs constructeurs pour pouvoir faire du B1, donc du B100 exclusif. Donc on vient fournir en fait la technologie qui permet de s'assurer en temps réel, donc en continu entre le réservoir et le moteur, que le carburant ne contient pas de molécules fossiles. Donc on a développé un capteur, on a investi 23 millions d'euros sur 18 ans pour commercialiser une solution qui est aujourd'hui utilisée depuis 40 ans dans l'industrie des procédés, notamment des raffineurs, et qui permet d'avoir un petit boîtier qui analyse en temps réel la totalité du carburant qui part du réservoir et qui va au moteur. C'est un scanner infrarouge, on est capable d'identifier la totalité de la composition moléculaire de toutes les molécules. Et les carburants, que ce soit des carburants de génération 1, agrocarburants, les HVO, les carburants de synthèse et les e-fuels, parce que c'est un point très très important. Une des solutions aussi de Stellantis pour pouvoir décarboner les flottes existantes et les flottes futures, c'est de savoir comment on va pouvoir utiliser l'hydrogène vert et l'électricité, notamment le nucléaire, pour pouvoir décarboner. Une des solutions rêvées pour les transporteurs, c'est de pouvoir rien changer et d'avoir un véhicule en quelques minutes qui est complètement décarboné. Aujourd'hui, vous décarbonez à 65% quand vous utilisez un B100. Sur un HVO, sur la base ADEME, vous êtes à moins 83% sur un véhicule lourd. Donc ça permet de faire quoi? Ça permet de donner, pour donner un exemple, c'est un 40 tonnes aujourd'hui, par exemple de MAN ou de Scania. Si vous le passez en HVO exclusif, votre empreinte CO2 sera l'équivalent de ce que produit une Mégane, donc une classe segment C, sans rien changer pour un véhicule de 40 tonnes. Donc aujourd'hui, sur du rétrofit, il n'y a même pas de discussion. Toutes les solutions qu'on développe sur du mix en attendant effectivement des impacts positifs sur les coûts de solutions de type hydrogène qui ne sont pas forcément accessibles aujourd'hui, permettent d'avoir des flottes décarbonées sur du neuf ou sur des rétrofits. Donc sur les aspects de technologie aujourd'hui, on commercialise la solution dans le cadre du Code général des impôts de 2020 qui permet de pouvoir modifier la vignette et l'année d'après de pouvoir avoir un critère 1, justement parce que ces carburants qui sont à la fois bas carbone, globalement c'est l'économie circulaire du carbone, c'est-à-dire que le colza va prélever du carbone dans l'atmosphère, comme la méthanisation, hein, c'est-à-dire c'est un peu le même principe, et vous recyclez l'économie circulaire du carbone. On le fait aujourd'hui avec des vêtements sur Vinted, avec à peu près la totalité de ce qu'on a sous la main au quotidien. On peut le faire sur le cycle de carbone. Donc pour aider la nature, plutôt que d'utiliser du colza, on peut utiliser sur des matières grasses animales ou végétales, donc la récupération d'huile usagée, ça c'est par exemple le HVO. Et puis derrière, vous avez toutes les sources de recyclage de carbone qui sont les matières plastiques, les matières alimentaires. Il faut savoir que si on était capable de retransformer la totalité des matières plastiques et alimentaires jetées chaque année ou brûlées dans les déchetteries, c'est l'équivalent, donc 30 millions de tonnes, l'équivalent de la production, de la consommation annuelle de carburant en France. Et derrière, vous avez les e-fuels. Les e-fuels, c'est des carburants issus de la capture de CO2 dans l'air. Alors nous, on a une vision globale mondiale, on travaille avec les Américains, avec l'Asie, qui sont partis sur un pragmatisme de neutralité carbone plutôt que zéro carbone. Ça change tout, ça veut dire que si vous êtes capable de récupérer l'identique ou plus que ce que vous produisez, et ça va être des solutions. L'avantage, c'est que ça permet d'être disponible sur l'ensemble de l'infrastructure de distribution des carburants, puisque ces carburants sont 100% compatibles avec l'infrastructure existante et 100% compatibles avec les moteurs thermiques. Il suffit simplement, dans le cadre notamment des réquisitions de l'État, de s'assurer qu'il n'y a pas de triche, et donc à ce moment-là que le véhicule va être en temps réel contrôlé pour s'assurer qu'effectivement le carburant utilisé est un carburant homologué, bas carbone et bas émission. Bonne explication. Rappelons quand même, pour être précis, vos clients sont les constructeurs. Hein, aujourd'hui, les clients... Alors, on a eu la chance, je ne sais pas pour ceux qui étaient hier à Solutrans, à Groupama Stadium. Donc, on a eu l'award des équipementiers sur la solution qu'on a aujourd'hui développée sur les directement auprès des constructeurs. L'award, on l'a eu sur nos capacités à rétrofiter. On travaille avec une deuxième société qui est basée en Provence et qui permet de faire en fait une installation. Donc ça, c'est dans le cadre des décrets de 2022 qui permettent de faire du rétrofit sur véhicules Euro 6A
jusqu'à 2023 et qui permet effectivement de pouvoir rétrofiter un peu de la même façon qu'on le fait avec l'électrique ou de l'hydrogène, de rétrofiter du véhicule thermique avec ces solutions-là. Donc hier, effectivement, on a eu la chance d'avoir cet award de la part de l'ensemble de la communauté, ce qui fait qu'on va commencer à proposer des solutions au niveau des transporteurs directement sur des véhicules qui ont 1, 2, 3, 4 ans. Donc notamment un de nos constructeurs nous a dit qu'il rétrofiterait la totalité de sa gamme des plus gros moteurs depuis Euro 6A, donc depuis 2014. Donc l'homologation, puisqu'encore une fois, c'est maintenant pas un problème de technologie ni de mise en œuvre, c'est vraiment de pouvoir travailler avec les pouvoirs publics pour rapidement faciliter l'aspect administratif de telle manière à faciliter le déploiement de solutions bas carbone dans un mix énergétique où effectivement on a besoin d'avoir l'ensemble de ces solutions-là pour arriver à une neutralité carbone en 2050 en France et en Europe. Bon, je pense qu'on aura l'occasion plusieurs fois encore ici à Solutrans et ailleurs de reparler de rétrofit. Avant un mot de conclusion, est-ce que vous avez des questions à poser à nos intervenants, à nos invités? Alors ce qu'on va faire, on va vous donner un micro. Hop. Bonjour à toutes et à tous, Benoît Domingos. Donc moi je suis un biogazier engagé et mobilisé autour de la question du rétrofit. J'ai vraiment l'envie de... Alors je sais bien que on a beaucoup d'étapes expérimentales sur les rétrofits à l'électrique et à l'hydrogène, mais on ne parle pas trop de prix. Est-ce que vous pourriez nous éclairer un petit peu sur, alors, qui veut répondre, sur cette partie-là? Vous, autrement nos intervenants d'avant aussi. Hein. Je me permets juste une petite annonce du coup, puisqu'on fait aussi une conférence sur notre stand à GRDF à 15h30 pour ceux que ça intéresse en BioGNV. Voilà, donc si vous voulez aussi venir participer et échanger avec nous sur cette question, n'hésitez pas. Voilà. Qui veut répondre? Yann? Alors, déjà, il y a deux technologies sur le rétrofit. Alors, on va parler d'hydrogène, sur le rétrofit électrique. Moi, j'ai parlé du poids lourd. Aujourd'hui, il n'existe pas. Il est avec notamment un constructeur en cours d'étude, mais sur l'hydrogène, il y a l'hydrogène pile à combustible, moteur électrique, et l'hydrogène moteur à combustion interne. Donc là, on est sur deux coûts complètement différents. Voilà, c'est le moteur à combustion interne, c'est un rétrofitage qui est beaucoup plus simple que la pile à combustible. La pile à combustible, il y a une pile à combustible, donc ça coûte très cher, et il y a des batteries, plus une power unit, un système électronique qui permet de tout gérer. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, le rapport par rapport à un diesel, sur un véhicule rétrofité et neuf, on est sur un rapport de 1,4 à 1,5 en termes de coût. Un moteur à combustion interne, on est sur un rapport entre 1 à 2, 1 à 2,5. Voilà. C'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est une technologie nouvelle. Les véhicules électriques, il y a 10 ans, qui avaient 80 km d'autonomie, ils n'avaient même pas de prix. Parce que c'était complètement délirant. Et ils ne roulaient pas, ils n'avaient pas de cas d'utilisation. Aujourd'hui, l'hydrogène, certes, coûte cher. On est tous d'accord avec ça. Mais au moins, ils ont un cas d'usage. On peut les mettre sur la route. Quand ils seront homologués, on pourra les mettre sur la route. Ils tourneront vraiment pour nos clients. Et on pourra leur mettre une grue, ce qui va être fait notamment avec Illico, ou tirer une remorque, frigo, ce que vous voulez. Il y a une deuxième question, je crois. Allez-y. Bonjour, Wadim Maninou, je suis président et fondateur de la société Tolv, qui est aussi un rétrofiteur sur la partie utilitaire, précédemment connu sous le nom Phoenix Mobility. Peut-être juste un retour d'expérience par rapport à votre question. C'était une question, oui. Ouais. Voilà. En fait, on a été les pionniers et les premiers à obtenir une homologation, on en a même 3, Renault Trafic, Renault Master. On est en collaboration avec Renault, on a une expérience d'industrialisation de A à Z sur le Renault Trafic. On expose le Renault Master d'ailleurs à l'entrée du salon que vous verrez là-bas. La question. 55 000 € pour l'achat d'un véhicule, d'un Renault Master 9 électrique, 20 à 25 000 € pour rétrofiter un Renault Master. Donc on est sur des rapports de 1 à 2. On a des subventions régionales qui peuvent aller de 2 500 € à 12 000 € entre Paris, Île-de-France et Grenoble, qui viennent encore descendre le prix. Au maximum, on peut être subventionné à 50% du prix initial du rétrofit. Donc en général, dans le meilleur des cas, on est à un rétrofit qui est entre 16 et 17 000 €. Donc ça vous donne un ordre d'idée. On part d'un véhicule qui coûte 55 000 € neuf à un rétrofit qui peut revenir à moins de 20 000 €. Donc c'est pas mal économiquement. On installe un système qui est totalement neuf à l'intérieur. Donc on repart sur 10 ans avec des remplacements de batteries qui sont totalement possibles.
Il y a eu récemment une simplification du secteur, de la réglementation du rétrofit. Elle est à 80% de la plume de mon directeur technique et moi, donc on sait à quel point elle apporte un intérêt important à la filière. Je tiens du coup aussi à préciser que il y a des perspectives de réduction de coûts importantes qui sont à venir dans les années à venir. Et les collaborations entre constructeurs et rétroviteurs sont essentielles pour permettre de monter en cadence beaucoup plus rapidement. Et donc l'industrialisation est clé. On s'est très vite positionné sur le marché de l'utilitaire pour son côté massif et pour le côté industriel, beaucoup plus que sur la partie artisanale. Donc voilà, c'était mon intervention juste pour partager mon retour d'expérience sur le rétrofit industriel. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a des questions avant de conclure? Comme ça, on aura la totalité. Donc, sur le rétrofit, donc baissant, ça nécessite de la modification de filtres. Mais sur la technologie de rétrofit, c'est-à-dire boîtier communicant et le boîtier, on est sur la Géo, il n'y a pas de modification à faire sur le véhicule. On est sur des coûts de moins de 5 000 €. Donc pour un truck, donc on est sur des solutions ultra pragmatiques. Et encore une fois, l'idée, c'est de pouvoir faire un mix et de laisser ensuite derrière aux transporteurs, aux constructeurs, d'offrir un panel et ensuite derrière d'aller piocher sur ces solutions-là. Donc c'est ça qu'on cherche à mettre en avant. Encore une fois, c'est le pragmatisme des solutions et le mélange et la mixité offerte par l'ensemble des technologies présentes sur le marché. Est-ce qu'il y a une question ou deux? Non? Non. Oui, alors attendez, on va vous donner un micro. Merci Philippe. Oui, c'est une question pour Alain Lunati, Eric Hansen, journaliste, agence TCA. Vous disiez que, j'ai pas compris où vous en étiez en ce qui concerne les homologations. Elles sont là, elles vont arriver en EU. J'ai pas compris. Le neuf ou le rétrofit, c'est exactement le même système. Là, on a sorti notre 1000e boîtier. Donc, il y a 1000 véhicules équipés. C'est strictement les mêmes technologies. Donc, aujourd'hui, au niveau des constructeurs, ils sont en train de réhomologuer les kits qui ont été passés à l'UTAC dans le cadre de l'équipement véhicule neuf. Et donc, à partir de 2024, on pense mi-2024, l'homologation des kits neufs en version rétrofit seront validés par l'UTAC et par l'ensemble de l'administration française. Donc, ça va se faire là très, très prochainement. Neuf, c'est fait déjà depuis 2 ans. Donc, depuis 2 ans, si vous voulez aller acheter donc nos 2 principaux partenaires, c'est MAN et Scania. Ça se termine chez Iveco, chez DAF. Chez Volvo Renault Truck, ils avaient une autre solution technologique sur le rétrofit. Normalement, ça devrait être notre solution. Mais comme c'est exactement la même solution, que ce soit sur du neuf ou rétrofit, c'est clair que quand on discute avec l'ensemble des organes de l'État, c'est beaucoup plus facile puisqu'ils ont déjà validé les kits il y a 2 ans sur des solutions neuves par les constructeurs. Une toute dernière question? Non. En tout cas, merci beaucoup, messieurs. Et puis, on aura bien sûr l'occasion de reparler du rétrofit dans des conférences, mais aussi sur Solutrans jusqu'à samedi. Merci à tous.